Heureux de vous accueillir, soyez bienvenus à ce nouveau rendez-vous d'International. Nous accueillons aujourd'hui Harlem Désir. Merci d'être avec nous, Monsieur le Ministre. Vous êtes secrétaire d'État aux Affaires européennes et les questions que nous avons envie de vous poser avec Sophie Malibaud de RFI et avec Philippe Ricard du Monde. Ces questions donc ne manquent pas sur l'actualité internationale, l'élection en Grande-Bretagne, la Grèce, ce qui s'est passé aux commémorations à Moscou avec l'Ukraine. Donc beaucoup de questions internationales, mais peut-être tout d'abord, une interrogation. Il y a 65 ans, presque jour pour jour, dans ce qu'on appelle la Saint-Schuman, à l'époque, donc le ministre Schuman, ministre français Robert Schuman des Affaires étrangères, faisait cette déclaration, lançait l'idée de l'Europe, d'un grand souffle, d'une ambition partagée. Il disait l'Europe ne se fera pas d'un seul coup, ni dans une construction d'ensemble. Est-ce qu'on ne voit pas l'inverse, 65 ans tout juste après, d'une Europe qui ne fait plus rêver et qui, d'une certaine façon, se détricote ? Oui, il disait que ce serait par petits pas que l'on réussirait à construire cette communauté de destin, cette communauté de valeurs. Et on vient de fêter le 70e anniversaire de la fin de la Deuxième Guerre mondiale, le 8 mai. Et puis on a fêté donc le 65e anniversaire de la déclaration Schuman. Dans une certaine discrétion, on l'a fêté d'ailleurs. Je crois que parce qu'il y avait eu les cérémonies du débarquement en France, c'est vrai qu'on a considéré que c'était en juin 1944 qu'on pouvait commencer à entrevoir la fin de ces deux guerres qui avaient ravagé le XXe siècle. Il faut se souvenir quand même que pendant le XXe siècle, l'Europe, elle a produit cela. Deux déflagrations qui sont nées de la confrontation entre les nationalismes et qui ont mené à la barbarie, au génocide des Juifs, au ravage de la culture sur le continent. Mais elle a aussi produit la déclaration Schuman, elle a aussi produit la construction européenne. Et on ne peut pas considérer, quand on regarde ce qui se passe autour du continent, ce qui se passe à l'Est, à l'Ukraine et en Russie, ce qui se passe au Moyen-Orient, en Irak, en Syrie, ce qui se passe en Libye, ce qui se passe au Sahel, que c'est négligeable d'avoir réussi à construire sur le continent cette unité autour de la démocratie, de la paix. Et à chaque fois d'ailleurs que des pays se sont émancipés de la dictature, ça a été les pays d'Europe du Sud, la Grèce quand elle s'est débarrassée des colonels, ou le Portugal après Salazar, ou l'Espagne après Franco, ou les pays de l'Est après la chute du rideau de fer et du mur de Berlin, ils se sont tournés vers l'Union européenne. Donc c'est un acquis extraordinaire. Alors on peut lui faire plein de reproches, plein de critiques à l'Union européenne, et il faut sans cesse essayer de l'améliorer. Et nous-mêmes, nous sommes battus pour la réorienter, en particulier vers d'autres priorités en matière économique, vers la croissance, vers l'emploi, et non pas l'austérité. Mais il ne faut jamais oublier ce qu'elle a permis d'instaurer sur le continent. Alors on regarde justement cette actualité européenne avec quelques images, notamment de Grande-Bretagne. David Cameron quitte Buckingham Palace. La reine Elisabeth lui a dit oui. Le leader des conservateurs a obtenu le feu vert royal pour constituer un nouveau gouvernement. La nette victoire de son parti aux législatives de jeudi lui permet de rempiler pour un second mandat au 10 Downing Street. Et oui, nous allons organiser ce référendum sur la question de notre avenir dans l'Europe. Nous mènerons ce travail crucial car nous devons faire notre possible pour rassembler notre pays. C'est l'une de ses principales promesses de campagne. D'ici fin 2017, David Cameron interrogera les Britanniques sur le maintien du Royaume-Uni dans l'Union européenne. Après la crainte du Grexit, c'est le spectre du Brexit qui plane désormais sur le vieux continent. Un retrait britannique serait le premier de l'histoire de l'Union. Il créerait évidemment un précédent que Bruxelles veut à tout prix éviter. Depuis plus de 60 ans, l'Europe rassemble des nations qui ont été en guerre des siècles durant. L'objectif de ses fondateurs était d'assurer la paix et la prospérité à leur population. Mais depuis plusieurs années, la croissance européenne est en berne et les coups de canon résonnent en Ukraine, aux portes de l'Union. Les partis eurosceptiques font recette partout, populistes comme en Italie, d'extrême droite comme en France. Aux quatre coins de l'Union, des mouvements promeuvent le retour des frontières, des monnaies nationales. Qui rêve encore d'Europe, mis à part ces migrants qui, portés par le désespoir, fuient leur pays et meurent toujours plus nombreux en Méditerranée, avant même d'avoir posé le pied sur le vieux continent. La dernière grande vague d'élargissement a plus de 10 ans, avec l'adhésion de 10 États, essentiellement d'Europe de l'Est, en une seule fois. Les candidatures aujourd'hui sont rares, le processus d'intégration avec la dynamique Turquie est bloqué, le projet européen doit se réinventer pour redevenir une idée d'avenir, un horizon pour les peuples. On commence par la Grande-Bretagne. Vous avez dû être déçu de voir que finalement Cameron repartait pour un mandat en ayant promis ce référendum.
Bon, d'abord, les électeurs s'expriment dans chacun des 28 pays de l'Union européenne à tour de rôle et évidemment, nous respectons le choix qu'ils font. Donc, le président de la République a appelé David Cameron pour le féliciter de son élection. Il lui a proposé d'ailleurs de venir à Paris dès qu'il aurait constitué son gouvernement pour parler à la fois des coopérations qui nous rapprochent dans beaucoup de domaines. Je pense aux coopérations en matière d'énergie, en matière scientifique, de défense. La Grande-Bretagne est aussi probablement le pays où il y a le plus de jeunes étudiants français qui vont suivre des études. 8e ville française. Oui, c'est vraiment un pays qui nous est très proche. Et en même temps, il y a les questions européennes que votre sujet, votre reportage a évoqué avec la perspective d'un référendum. Donc il faut en parler. Il faut entendre les peuples quand ils s'expriment. Donc il faut prendre en compte les aspirations exprimées par les électeurs britanniques. Et en même temps, il ne faut pas défaire l'Europe. Il ne faut pas fragmenter l'Europe. Un nom britannique, ce serait ça. Donc, je crois que David Cameron lui-même doit faire usage de sa large majorité. Il a remporté largement ce scrutin pour convaincre les Britanniques que c'est l'intérêt de la Grande-Bretagne de rester dans l'Union européenne, comme c'est l'intérêt de l'Union européenne que la Grande-Bretagne reste en son sein. La place de la Grande-Bretagne est dans l'Union européenne. Il peut y avoir des améliorations du fonctionnement de l'Union européenne. On parle parfois de simplification, par exemple, pour éviter l'excès de bureaucratie. Mais il ne doit pas y avoir de remise en cause des principes fondateurs de l'Union européenne, comme la liberté de circulation ou des politiques communes, comme la politique agricole commune. Et un seul pays ne peut pas remettre en cause la volonté des autres de continuer à avancer ensemble pour faire face aux grands défis auxquels nous sommes confrontés. Ceux de la sécurité, ceux de la paix, ceux de l'énergie et du climat, ceux aussi de la mondialisation. Sophie Malibaud, RFI. Harlem Désir, vous êtes secrétaire d'État aux Affaires européennes, donc l'Europe, on y reviendra, mais la victoire de Cameron, beaucoup d'observateurs disent qu'elle n'est pas, finalement, la campagne n'a pas été aussi orientée que ça sur l'Europe en tant que telle, mais que c'est aussi le bilan de Cameron. Qu'est-ce que vous en pensez de ce bilan qui lui fait remplir pour un deuxième mandat son bilan en matière d'économie, de recul du chômage, par exemple. Comment est-ce que vous voyez ça? Quelles leçons est-ce que vous en tirez? Je ne sais pas s'il faut essayer de transposer la situation d'un pays avec ses particularités, comme le Royaume-Uni, à d'autres pays dans l'Union européenne. Chacun d'entre nous connaît des situations politiques particulières. Mais en tout cas, ce résultat, il montre aussi que quand on a des résultats économiques et que l'on a réformé, son pays, les citoyens le reconnaissent. Bon, donc, ça ne veut pas dire que l'on peut considérer qu'il faille suivre le même type de politique. Chaque gouvernement, en fonction de son orientation politique, a ses priorités sur les réformes. Mais en tout cas, cela montre que l'on peut être un sortant, on peut être le Premier ministre ou le leader d'une majorité sortante et être réélu. Et pour cela, donc, il faut que la situation économique et celle de l'emploi s'améliorent. Ça compte certainement. Et que les citoyens aient le sentiment que la politique menée a contribué à cette amélioration. Philippe Ricard, Le Monde. Par rapport à l'Europe, quand même, dans la perspective du référendum, M. Cameron demande à ses partenaires européens, notamment à la France, des contreparties, peut-être des dérogations supplémentaires sur certaines politiques, une révision pour les des migrations, traités, effectivement, des travailleurs. Migration, par exemple. Est-ce que du côté français, on est prêt à lui faire quelques cadeaux pour faciliter les choses et permettre que le Royaume-Uni reste dans l'Europe ou pas ? Comme je l'ai dit, je pense que la place du Royaume-Uni est dans l'Union européenne et qu'il faut évidemment entendre les aspirations que peuvent exprimer les électeurs de chacun des pays quand ils votent. Ça a été le cas avec la Grèce, c'est le cas aujourd'hui avec le Royaume-Uni, et le prendre en considération pour améliorer le fonctionnement de l'Union européenne ou les politiques européennes. Mais cela ne doit pas se faire, encore une fois, au prix des acquis européens, au prix des acquis en termes de principes, comme la liberté de circulation, par exemple, des citoyens de l'Union européenne, parce que je vois que certains, au Royaume-Uni, voudraient remettre cela en cause. Ou les politiques communes, j'ai évoqué la politique agricole commune, on pourrait parler de la politique de recherche, on pourrait parler des politiques que nous devons mettre en œuvre dans le domaine de l'énergie, dans le domaine du numérique, et on pourrait parler aussi tout simplement des acquis des traités européens. Et donc nous sommes prêts à examiner des demandes, on verra celles qui seront formulées par David Cameron au cours des prochains mois, mais à traité constant, parce que je ne crois pas qu'il faille remettre en cause le socle sur lequel fonctionne l'Union européenne. Donc vous voulez dire, Harlem Désir, qu'il est possible de modifier certaines directives, mais on ne touche pas au traité ? Et on ne touche pas à la libre circulation. On ne touche pas aux principes, on ne touche pas
à des acquis comme la libre circulation, on ne touche pas aux grandes politiques communes qui nous permettent de mieux affronter ensemble un certain nombre de défis. Je parlais de l'agriculture, et on ne modifie pas les règles générales à chacune des élections qui a lieu dans un pays. Un seul pays ne peut pas imposer aux autres de remettre en cause les traités européens. Donc je crois qu'il faut qu'il y ait une discussion qui permettent, encore une fois, de prendre en compte dans les politiques européennes les améliorations qui sont possibles. Et tous, nous souhaitons que l'Europe fonctionne d'une façon plus simple, d'une façon plus efficace. C'est d'ailleurs aussi, je crois, la volonté du président de la Commission européenne, Jean-Claude Juncker. Mais voyez bien que dans le monde d'aujourd'hui, face aux grands défis auxquels on est confronté, j'en ai évoqué ceux de la sécurité à nos frontières, ceux du terrorisme, ceux du changement climatique et des politiques en matière d'énergie, aussi de sécurité d'approvisionnement, ceux des migrations dont nous allons parler, est-ce que l'on peut avoir 28 réponses différentes, pays par pays? Non. Donc nous avons besoin de plus d'unité européenne et pas de fragmentation européenne. Donc il faut renforcer la cohésion européenne et ne pas accepter la fragmentation européenne. Et il faut faire attention à ces mouvements populistes, nationalistes, parfois extrémistes, qui proposent de fausses solutions, qui reposent sur le repli sur soi et la remise en cause des politiques communes. Certains qui voudraient rétablir les frontières nationales, d'autres qui veulent remettre en cause la monnaie commune, d'autres qui veulent remettre en cause les politiques communes. C'est tout de même une priorité de maintenir la Grande-Bretagne dans l'Union européenne. Est-ce que c'est la priorité du moment, le maintien de la Grande-Bretagne? Ça l'est pour Angela Merkel, par exemple. C'est une priorité de renforcer l'unité européenne. Et donc, nous souhaitons que la Grande-Bretagne reste dans l'Union européenne. David Cameron lui-même a indiqué, il est pour, mais il devra préciser ce que sera la question posée au moment du référendum qu'il organisera, qu'il voudrait convaincre les Britanniques qu'il faut qu'ils restent dans l'Union européenne. C'est l'intérêt de la Grande-Bretagne parce qu'elle a énormément d'échanges économiques avec l'Europe. C'est son principal marché. C'est là que se font l'essentiel des investissements, des échanges entre entreprises. Donc il y a beaucoup de raisons, évidemment, qui de façon évidente, encore une fois, plaident pour que la Grande-Bretagne reste dans l'Union européenne. Et je crois que ce sera la responsabilité de David Cameron de convaincre les électeurs britanniques. Craignez-vous une forme d'alliance, une éventuelle alliance entre David Cameron réélu, renforcé au Royaume-Uni, et Angela Merkel pour aller justement vers cette fameuse renégociation des traités? Merkel qui, elle, aimerait bien qu'on renforce, qu'on reformate la zone euro à l'issue de la crise des dettes qu'on a connue, pour sortir définitivement de cette crise des dettes. Est-ce que vous craignez cette alliance ou pas, à nouveau? Nous travaillons de façon très étroite avec Angela Merkel et l'Allemagne sur le renforcement de la coordination, de la gouvernance de la zone euro. Et donc, on voit bien que ce sont deux approches complètement différentes. Celle d'une demande qui consisterait à dire qu'il faut réformer les traités pour qu'il y ait moins d'unité européenne, c'est celle des eurosceptiques. Et puis, la discussion que nous avons avec l'Allemagne et d'autres pays, l'Italie, dans le cadre d'une réforme de l'Union économique et monétaire. Il va y avoir d'ailleurs un rapport qui va être présenté dans les prochaines semaines par le président Jean-Claude Juncker, le président de la Banque centrale européenne Mario Draghi, le président de l'Eurogroupe Monsieur Dijsselbloem et le président vous l'avez déjà dit. Oui, le président du Conseil européen Donald Tusk, les 4 présidents, pour tirer les leçons de la crise et voir comment est-ce que, après avoir créé l'union bancaire, le mécanisme européen de stabilité, c'est-à-dire des mécanismes pour éviter qu'à l'avenir les crises bancaires ne se répandent à l'ensemble de l'économie, on peut surtout avoir à l'avenir un renforcement de nos coordinations politiques au service de la croissance, au service de l'investissement, au service de l'emploi. Donc nous sommes totalement dans le même état d'esprit de ce point de vue que nos partenaires, que l'Allemagne et que les autres pays de la zone euro. Et on voit bien que précisément, si l'on allait dans la direction qui est proposée par certains eurosceptiques en dehors de la zone euro, on affaiblirait cette coordination plus importante que l'on recherche au contraire au sein de la zone euro. Le fait même que la question soit peut-être posée l'année prochaine de savoir un référendum, la Grande-Bretagne n'a fait qu'un référendum, c'était pour l'entrée dans l'Union européenne. Le fait même que cette question soit posée, c'est quand même bien que l'Europe ne fait plus rêver, elle est affaiblie. On vit une phase historique d'affaiblissement. Je pense qu'il faut quand même faire la part entre la Grande-Bretagne, qui a toujours eu, comme vous le venez de le rappeler, un rapport un peu différent des autres pays, ceux du continent, à l'Europe, puisqu'elle n'a pas pris part au moment de la déclaration Schuman, aux premières étapes. Elle n'est pas dans l'euro, elle est un peu au marge. Voilà, elle a rejoint, en 1973, l'Union européenne, parce que ses liens économiques, la réalité de sa proximité géographique et culturelle, évidemment, l'arriment
à l'Europe. Mais avec toujours, en Grande-Bretagne, un débat qui est toujours pas réglé, spécifique. Qui tient à ses liens avec les États-Unis, à son histoire propre. Bon. Donc je crois qu'il ne faut pas confondre cela avec le fait qu'au cœur du continent, il y a au contraire de plus en plus de pays qui veulent adhérer à l'Union européenne. On a même vu à l'est du continent, c'est peut-être une des parties de la crise en Ukraine, la volonté de pays qui sont dans le voisinage d'avoir des accords d'association et même de pouvoir rejoindre l'Union européenne. C'est aussi le cas dans les Balkans. Donc je crois que la force d'attraction de l'Union européenne, elle reste extrêmement grande parce que c'est une zone de paix, de liberté, de croissance économique, même si elle est insuffisante, et de protection des droits de l'homme. Alors, si vous voulez bien... Mais l'Europe est diverse, donc c'est vrai qu'il nous faut garder tous les membres de la famille ensemble, y compris la Grande-Bretagne. Autre point, décidément dans une semaine de commémoration, Moscou, pour le 70e anniversaire de la capitulation nazie, c'était à Berlin. Comment est-ce que vous avez revu ce moment, absence totale des Européens auprès de Poutine, comme si on mélangeait l'histoire et puis la situation actuelle en Ukraine? Bon, d'abord, si vous le permettez, je voudrais préciser que pour ce qui est de la France, nous étions représentés aux cérémonies du 9 mai par Laurent Fabius. Une partie des commémorations. Au moment de la commémoration, pas le défilé militaire, mais la commémoration de François Hollande la fin de la guerre. Pas, la chancelière Merkel n'y était pas, voilà. Elle y est aujourd'hui. Mais la France était le pays d'Europe qui était représenté au plus haut niveau, avec la présence de Laurent Fabius. Et je crois que la chancelière va s'y rendre dans quelques jours. Voilà. Et pour ce qui est du président de la République, il a eu l'occasion, en invitant le président Poutine à participer aux cérémonies du débarquement... Mais c'est pas une erreur de ne pas y avoir été? Non, mais encore une fois, de montrer à quel point, évidemment, nous sommes reconnaissants à la Russie du rôle qu'elle a joué dans la lutte contre le nazisme. Elle a perdu plus de 20 millions d'hommes. Elle a été un des pays qui a le plus souffert de la Deuxième Guerre mondiale. Et évidemment, il y a des liens qui se sont créés à ce moment-là. Et donc, nous avons pris part à ces cérémonies du 9 mai. Et donc, finalement, de quoi est le symptôme, cette crise avec la Russie sur l'Ukraine? Est-ce que c'est pas le symptôme d'une Europe qui s'est énormément élargie à 28 et qui manque finalement de fondements sur le plan de la défense, des affaires étrangères, par exemple? Et de la diplomatie, oui. En tout cas, cette crise à l'est de nos frontières, entre l'Ukraine et la Russie, elle montre à quel point on a besoin effectivement que l'Europe prenne en charge aujourd'hui de plus en plus les grands dossiers de politique internationale, qu'elle se dote d'une politique extérieure et de sécurité commune. Moi, ça va faire très peur à David Cameron, ça. Vous voyez, c'est pour ça que évidemment, il faut prendre avec précaution. Hein. Oui, mais c'est pour ça qu'il faut prendre avec précaution des demandes qui viseraient à dire non, il faut moins de politique commune, moins de cohésion. On a besoin, au contraire, de beaucoup plus d'outils et d'unités européennes pour faire face à ces défis. Deuxièmement, moi, ce que j'ai vu, c'est le président de la République, François Hollande, avec la chancelière Merkel, se rendre à Minsk avec le président Poutine et le président Poroshenko. Et donc, c'est la France et l'Allemagne, au nom de l'Europe, qui ont été en mesure de tracer la seule solution politique, celle de la feuille de route de Minsk. Et aujourd'hui, notre priorité, c'est le respect des engagements qui ont été pris à Minsk, c'est-à-dire à la fois le cessez-le-feu, le retrait des armes lourdes, et la libération de Moscou et de faire prisonniers. Une grosse démonstration de force à l'occasion de cet événement historique. Bon, je crois que le défilé à l'occasion du 9 mai, c'est une tradition, mais effectivement... Jamais à ce niveau de démonstration, quand même. Dans ce contexte, nous avons participé aux cérémonies civiles qui commémoraient le 70e anniversaire de la fin de la guerre. Vous étiez gêné par la démonstration de force militaire, justement? Non, je crois que c'est une tradition. Chacun d'entre nous, selon ses traditions, organise ou non des défilés militaires. Nous-mêmes, nous le faisons le 14 juillet. Donc nous ne serions pas fondés à le reprocher à d'autres. Mais pour ce qui est de l'Ukraine, puisque votre question portait sur ce sujet, il est clair que ce que nous demandons, c'est le respect d'une solution politique. Il n'y a pas de solution militaire, ni d'un côté ni de l'autre, à la crise en Ukraine. Et le rôle de l'Europe est très important. Les Américains n'étaient pas là à Minsk, c'est un fait. Aujourd'hui, on ne peut pas compter sur d'autres pour jouer ce rôle de stabilité. De même, si on regarde la situation en Méditerranée, que nous évoquerons sûrement, donc il faut que l'Europe soit de plus en plus à même de jouer ce rôle. Et la France, c'est vrai, a un leadership qu'elle a reconquis sur la scène internationale, parce qu'il y a eu le Mali, parce qu'il y a les responsabilités que nous avons prises dans la lutte contre le terrorisme, dans la bande du Sahel, parce qu'il y a eu cette initiative de paix à Minsk. Et aujourd'hui, nous voulons entraîner toute l'Europe dans cette action. Harlem Désir, on vous retrouve dans un instant. Le temps de faire sur les antennes de RFI et sur celles de TV5 Monde un point de l'actualité.
Suite d'International, nous sommes sur les antennes de RFI, de TV5 Monde, émission réalisée en liaison avec le quotidien français Le Monde. Nous recevons Harlem Désir, donc secrétaire d'État aux Affaires européennes. On vient de voir dans ce point de l'actualité peut-être un mot de commentaire sur la tournée, sur la première étape, Sophie Malibaud. Oui, en Guadeloupe, les commémorations contre l'esclavage, que pensez-vous de ce rendez-vous-là et des gens qui, à partir de là, disent finalement, on n'en a pas assez, il y aurait besoin de réparation, d'aller jusque-là? Bon, je crois que c'est un moment très fort que le président de la République ait décidé d'être aujourd'hui, qui est la journée nationale de commémoration de la traite et de l'abolition de l'esclavage, en Guadeloupe pour inaugurer, avec des chefs d'État d'Afrique et de la Caraïbe, ce grand musée, Memorial Act, qui va être un lieu de mémoire, mais aussi d'éducation, de réflexion sur cette histoire qui a été liée à l'histoire de la colonisation, mais qui a été aussi une histoire ensuite de combat, d'émancipation, et qui donc aujourd'hui renforce les liens entre la France, évidemment les Antilles françaises, mais aussi d'autres pays dans le monde, en Afrique, et qui doit être un lieu aussi de réflexion sur les traites qui existent encore aujourd'hui. En Méditerranée, ceux qui mettent des migrants misérables dans des bateaux au péril de leur vie, ce sont les nouveaux négriers des temps modernes. L'esclavage, la domination, elle continue à exister. Et donc, être un pays qui, à partir de son histoire, mais aussi de sa présence, en particulier dans la Caraïbe, peut aider le monde à se mobiliser pour défendre la dignité humaine, les droits universels, c'est évidemment un moment très fort. Certes, c'est la question des problèmes de l'immigration et actuellement de tous ces migrants qui veulent arriver sur les côtes européennes, mais pour revenir quand même à l'histoire, vous pensez qu'on est quitte que les associations qui demandent qu'on aille plus loin dans les réparations, vous estimez qu'il ne faut pas... Oui, je crois que le problème ne se pose pas en termes de réparation, pour répondre à cette partie de votre question. Le problème se pose en termes de combat que nous devons mener en commun au nom de cette histoire pour la dignité humaine et pour la solidarité avec les peuples qui ont pu souffrir, qui ont pu être victimes de cette traite. Le président de la République va se rendre en Haïti avant d'aller à Cuba. Haïti, ça a été la première république indépendante dans toute l'Amérique du Sud et la première république noire indépendante. Et en même temps, c'est aujourd'hui un des pays les plus pauvres du monde. Donc il y a une responsabilité de la communauté internationale. Et cet après-midi, le Premier ministre Manuel Valls va prononcer un discours au Luxembourg à l'occasion de cette journée de l'abolition où il dira quelle est l'action du gouvernement et la responsabilité de la France dans cette lutte pour réparer un crime contre l'humanité, mais non pas par des dons à des personnes qui ne sont plus là, les anciens esclaves, mais par une action de solidarité internationale. Philippe Ricard. Vous parliez de l'étape cubaine du président François Hollande. Oui, après Haïti, il y aura Cuba. Que va-t-il faire à Cuba ? On est déjà dans la course avec les Américains pour tirer le meilleur bénéfice possible du rapprochement. Des investissements, faire des affaires. Des investissements, faire des affaires. Non, je ne crois pas qu'il y ait une course, puisque la France n'a jamais été sur la position des Américains, de l'embargo et donc d'une levée de l'embargo. Nous avons toujours eu des relations avec Cuba et d'ailleurs le ministre des Affaires étrangères, Laurent Fabius, s'est déjà rendu à Cuba, ainsi que le secrétaire d'État au commerce extérieur il y a plusieurs mois. La France a été un pays en cours avec les États-Unis. Je ne suis pas sûr que M. Hollande. Mais nous voulons accompagner, et je crois que le président de la République y serait allé de toute façon, mais que nous voulons accompagner Cuba dans son ouverture démocratique, dans son ouverture économique, dans son ouverture sur non seulement sa région, la Caraïbe, dans laquelle nous sommes présentes, et l'Amérique centrale, mais aussi vers le monde. Pour vous, ce rapprochement va générer forcément une ouverture, une évolution démocratique. C'est ce que vous espérez ? C'est ce que nous souhaitons. C'est ce que nous avons toujours proposé. Et l'Union européenne, qui est un partenaire important de Cuba, doit elle-même accompagner ce mouvement, parce qu'à un moment, l'Union européenne avait pris des sanctions, et je crois que ce n'est pas de cette façon que l'on peut traiter l'évolution d'un pays comme Cuba, qui a été un formidable symbole d'émancipation au moment de la révolution castriste, mais qui ensuite s'est refermé et a été, et ensuite a été effectivement un symbole de privation des libertés. Donc il faut en finir avec cette dictature qui a existé, et c'est le chemin, je crois, compris les autorités cubaines, et il faut amplifier et accompagner cette ouverture. Sophie Malibaud. Mais on reste vigilant sur le plan des droits de l'homme. Qu'est-ce que vous diriez aujourd'hui de Cuba ?
Oui, on reste vigilant. C'est une des exigences de l'Union européenne dans ses relations avec Cuba, le pluralisme politique, la liberté d'expression, qu'il n'y ait pas de prisonniers d'opinion. Mais pour cela, il faut se parler. Il faut être là. Il faut accompagner le mouvement qui est en cours. Autre actualité européenne avec ce qui se passe actuellement en Grèce. Une partie de l'opinion publique a le sentiment, en parlant de Bruxelles de façon comme ça un peu incantatoire, que l'Union européenne impose une austérité, voire une purge à la Grèce, quelles que soient les élections qui ont eu lieu. Comment est-ce que vous voyez cela et est-ce que vous diriez que la Grèce doit rembourser sa dette totalement et que finalement l'Europe ne fait que rappeler une règle du jeu qui est contenue dans les traités? Bon, d'abord, l'Europe a été solidaire de la Grèce dans la crise. Mais il y a eu en Grèce des élections qui ont traduit la volonté très forte des citoyens d'en finir avec des politiques d'austérité, qui ne sont pas à l'origine de la crise en Grèce. L'origine de la crise, c'était une mauvaise gestion des finances publiques, un surendettement. Mais c'est vrai que quand s'est ajouté à cela une potion amère, qui a consisté à brutalement réduire tous les moyens des services publics, les salaires. Vous savez qu'il n'y a pas de pays qui ait connu une telle baisse du niveau des rémunérations, suppression de milliers de postes de fonctionnaires, des moyens et ça, c'est l'Europe qui l'a imposé. Tout cela a aggravé. Tout cela, c'est la situation d'insolvabilité de la Grèce qui l'a amené à devoir demander une aide du FMI, de l'Union européenne, et les créanciers ont demandé en contrepartie des garanties qui, finalement, ont aggravé le mal. Donc, il y a une leçon à tirer, c'est que ce n'est pas par l'austérité que l'on sortira de la crise, ni en Grèce, ni dans d'autres pays. Et donc, je crois qu'il faut prendre en compte, d'abord, cette expression d'une demande sociale, qui est très forte. C'est vrai qu'il y a une crise humanitaire en Grèce, comme le disent les autorités grecques. Et de l'autre côté, la Grèce doit prendre en compte ses partenaires européens qui, quand même, sont venus en aide. Chacun de nos pays a accepté de mettre à disposition de la Grèce des fonds pour lui permettre de sortir de cette crise. Harlem Désir, on a l'impression que le FMI, par exemple, ne fait jamais son mea culpa d'une certaine façon, que ce soit vis-à-vis de la Grèce ou même des pays africains qui, quelquefois, sont réellement mis en difficulté pour ce qui est de leur budget santé, éducation, etc. Est-ce que, dans le cadre de la Grèce, vous trouvez qu'il est normal qu'il n'y ait pas un moment où la Troïka ne reconnaisse pas les problèmes qui ont été aggravés de son propre fait ? Je crois que beaucoup d'institutions internationales, le FMI, l'OCDE, même la Commission européenne, maintenant, reconnaissent justement que des politiques d'austérité trop brutales ont souvent aggravé la récession. Donc en Grèce, il faut sortir de l'austérité, mais il ne faut pas sortir de l'euro. Il faut donc respecter le cadre et les règles européennes. Il faut alléger la dette et dire que la dette ne remboursera pas une partie de son... On peut certainement allonger les durées de remboursement de la Grèce, de la dette en Grèce, mais tenir compte de la situation. Je ne crois pas qu'il faille parler d'effacement, parce que le problème d'un pays qui ne rembourse plus sa dette, c'est qu'il ne peut plus emprunter, il ne peut plus se financer sur les marchés. Et chacun de nos pays, même ceux qui ne sont pas en crise, ont besoin, pour se financer, de pouvoir emprunter sur les marchés. Donc il faut accompagner la Grèce dans une stratégie de sortie de crise, qui doit d'abord être une stratégie de retour à la croissance. Et donc je pense que nous devrions davantage, dans la discussion avec la Grèce, et c'est ce que les ministres des Finances, en particulier de la France et d'autres pays, essayent de mettre en avant, aider la Grèce à définir les conditions d'un redémarrage de son économie, de sa croissance, de son emploi, parce que c'est comme cela qu'elle réussira à rembourser sa dette. Donc aujourd'hui, le travail est en cours, mais c'est vrai qu'il faut aussi que la Grèce montre qu'elle est prête à réformer son système fiscal, à faire en sorte que les gens payent la TVA, tous, à ce que l'on lutte contre la fraude fiscale. À faire payer ses riches, comme on disait. À faire payer, un certain nombre de catégories très favorisées, peut-être les armateurs, par exemple, l'Église, etc. Exactement, qu'elle assainisse le fonctionnement de son administration, et le gouvernement actuel dit qu'il y est prêt, donc il faut qu'il montre comment il va procéder. Quand même, depuis l'élection d'Alexis Tsipras, extrême gauche grecque en janvier, on voit bien la discussion, mais il y a toujours ce blocage, il n'y a toujours pas d'accord. Est-ce que vous pensez qu'à un moment, la Grèce risque d'aller dans le mur et donc au point de déclencher une nouvelle crise de la zone euro? Il y a urgence. Il y a urgence. Quel est le degré d'urgence pour vous? Oui, il y a urgence à ce qu'effectivement un accord soit trouvé au sein de l'Eurogroupe. Je pense que les conditions sont là pour qu'il soit trouvé. D'abord parce qu'il y a eu un premier accord au mois de février qui a permis de prolonger des aides et qui a permis à la Banque Centrale Européenne, qui le fait chaque jour, chaque semaine, de continuer à venir en aide
à la Banque centrale grecque et donc à l'économie grecque. Elle ne pourrait pas faire un peu plus, justement, parce qu'on sent qu'elle a des limites, des plafonds, des seuils. La Banque centrale européenne le fait dans les limites de ce qu'est son mandat, c'est-à-dire qu'elle agit à partir du moment où il y a un mandat qui lui est donné par l'Eurogroupe. Donc il faut que le ministre des Finances grec et son équipe de négociation trouvent un accord avec les autres ministres des Finances de la zone euro. Une sortie de la Grèce de l'euro serait un terrible échec pour la Grèce. Comment ça va dans le bon sens actuellement? Est-ce que vous notez-vous des signes disant Athènes, ça y est, ils ont pigé, ils font un certain nombre de choses? Oui, vous avez vu qu'il y avait d'ailleurs une nouvelle équipe de négociateurs qui avait été désignée et qu'il y a, je crois, un travail... Il y a une nouvelle équipe, mais il n'y a pas un changement, si? Il y a des précisions qui sont maintenant données sur des réformes qui doivent permettre, encore une fois, aux finances publiques de devenir viables et à l'économie de redémarrer. Ce sera long, donc il faut être là, solidaire, accompagner la Grèce. Et en même temps, il faut que la Grèce prenne en compte le fait qu'à partir du moment où les autres pays de la zone euro se sont mobilisés avec des aides, il y a une demande, notamment très clair de la part de nos partenaires allemands, de pays d'Europe du Nord, de savoir à quoi ces aides sont utilisées. Et je crois que la Grèce doit faire confiance à ses partenaires de la zone euro. C'est pas une purge qu'on lui impose. Non, je pense que ce que nous devons, c'est tous être dans l'esprit qu'il faut aider la Grèce à rester dans la zone euro et à retrouver un chemin de croissance, de création d'emplois, et que c'est cela qui permettra de régler la question de la dette. Vous n'avez pas le sentiment, malgré tout, que certains au sein de la zone euro, je peux penser aux Allemands, certains Allemands conservateurs, la CDU, poussent la Grèce un peu vers la sortie de la zone euro en étant très catégorique, en n'étant pas extrêmement ouvert à la discussion, parfois intransigeant? Ce n'est pas la position du gouvernement allemand. Dans chacun des pays de la zone euro, il y a des différences politiques. Donc, il peut y avoir des gens qui ont eu cette tentation. Il y a eu aussi, je crois, des déclarations à l'égard de l'Allemagne qui ont été tenues par certains responsables en Grèce qui ont créé une hostilité, des demandes de réparation liées à la Deuxième Guerre mondiale. Vous trouvez que le ministre des Finances grec en a fait trop sur ce plan-là? Je ne veux pas mettre en cause une personnalité en particulier, mais faire d'un pays, un autre pays, l'Allemagne en l'occurrence, le responsable de ses propres difficultés, je crois que d'abord c'était faux et que ça n'est pas comme cela que l'on procède en Europe. Même si le président allemand dit lui-même que le débat n'était pas impossible. Mais ça, le président allemand... Sur les réparations. Oui, le président allemand peut faire des propositions, mais je ne crois pas qu'on puisse aider un pays à sortir de ses difficultés en faisant comme si c'était à cause des autres qu'on a des finances publiques qui sont en mauvais état ou qu'on a une économie qui n'est pas compétitive. Ce qui est vrai, en revanche, et encore une fois je l'ai dit, c'est qu'on ne peut pas penser qu'une politique d'austérité va aider la Grèce à sortir de la crise. Une politique de bonne gestion de ses finances publiques, de lutte contre la corruption, de lutte contre l'évasion fiscale, de faire en sorte que la TVA soit vraiment payée partout, que les plus riches payent leurs impôts, cela oui, et là c'est normal qu'il y ait des attentes et que les pays de l'Eurogroupe soient un peu exigeants. Sophie Malibaud. On a en Europe en ce moment des anticipations, des prévisions en matière de croissance qui sont plutôt optimistes. On a l'impression que la reprise se confirme plus ou moins rapidement selon les pays. Est-ce que ça doit inciter Bruxelles à relâcher un peu la pression, à votre avis, notamment à l'égard de la France? Il y a une amélioration de la situation économique en Europe. Elle est due à des facteurs qui, pour certains, sont extérieurs, comme par exemple la baisse du cours du pétrole, et à d'autres qui sont liés à des décisions politiques. Soit en matière de politique monétaire, il y a eu des décisions, vous savez, de baisse des taux d'intérêt, d'injection de liquidités, ce qu'on appelle le quantitative easing, qui ont contribué à ce que le cours de l'euro soit plus bas qu'auparavant et soit maintenant quasiment à parité avec le dollar. Nous l'avions souhaité, le Premier ministre Manuel Valls l'avait demandé dans sa déclaration de politique générale. Ça favorise les exportations, ça favorise effectivement l'investissement et la croissance. Il y a des réformes qui sont mises en œuvre dans tous les pays d'Europe et qui améliorent la compétitivité de l'économie. Et puis, il y a des décisions de faire de l'investissement une priorité. Cela aussi, nous l'avions souhaité. Et Jean-Claude Juncker a annoncé un plan de 315 milliards d'euros d'investissement. Les dispositifs sont en train d'être adoptés en ce moment au Parlement européen et à Bruxelles. Et donc, l'ensemble de ces facteurs
contribuent aujourd'hui à la reprise. Et en France même, nous sommes en train de bénéficier de l'impact du pacte de responsabilité, c'est-à-dire la baisse progressive de 40 milliards d'euros des prélèvements sociaux et fiscaux sur les entreprises, les premières réformes sur le marché du travail. Donc, est-ce que Bruxelles doit cesser... vous demande d'en faire plus au niveau des réductions de dépenses, est-ce que vous allez accepter sous prétexte d'avoir plus de croissance, on doit fournir plus d'efforts ? D'abord, ce que nous avons demandé quand nous sommes arrivés en 2012, c'est que la priorité, ce ne soit pas l'austérité, c'est qu'on ne passe pas son temps à parler que de surveillance et de surveillance budgétaire, de contrôle des finances publiques. Évidemment qu'il faut une bonne... Non, mais c'est qu'il y a un autre équilibre. C'est que, et c'est cela que nous avons obtenu dans le débat européen, que la priorité soit au soutien à la croissance et aux investissements. Parce que les investissements avaient chuté de 15% par rapport à avant la crise de 2008. Deuxièmement, c'est qu'il y a une combinaison entre la politique monétaire active, qui finalement a été mise en œuvre, les réformes qui sont nécessaires, la consolidation budgétaire, mais qui se fasse avec des flexibilités, c'est-à-dire qu'on réduise l'endettement, mais progressivement, et les déficits, c'est ce que nous faisons, et le soutien aux investissements. Et c'est cette nouvelle politique économique qui est en train aujourd'hui de produire des résultats. Donc ce que nous demandons, c'est qu'à Bruxelles, à la Commission européenne, au sein de l'Eurogroupe, on continue à soutenir une politique qui donne la priorité à la croissance, aux investissements, parce que c'est la clé de l'emploi et parce que c'est aussi une nécessité politique. On ne réconciliera pas les Européens avec le projet européen si l'Europe est synonyme de chômage de masse, de chômage des jeunes, zones entières des territoires qui sont délaissés à cause de la désindustrialisation. Arlem Désir, précisément, on dit que le président Hollande vous confie une mission en matière de jeunesse, c'était son engagement de campagne à 3 ans, pour une meilleure, peut-être, intégration européenne. Qu'est-ce que vous allez faire concrètement ? Est-ce qu'il y a des pistes déjà dont vous pouvez nous parler ici ? Oui, pour nous, la jeunesse et la façon dont elle peut s'inscrire dans le projet européen est une priorité. Donc, lors du dernier Conseil des ministres, qui a été consacré au projet européen de la France, le président de la République et le Premier ministre m'ont demandé de piloter la mise en œuvre de 3 grands projets que nous allons donc développer avec nos partenaires et qui concernent la jeunesse. Le premier, c'est le service civique européen. Nous sommes en train, en France, de relancer le service civique. C'est aussi une réponse à ce qui s'est passé au mois de janvier, faire partager les valeurs. Il y a 4 mois tout juste, avec cette grande manifestation. Exactement, après les manifestations du 11 janvier. Et d'autres pays le font, notamment l'Italie. Donc un service civique européen. Voilà, donc j'ai proposé qu'à l'avenir, il puisse y avoir la possibilité pour tous les jeunes qui feront un service civique en Europe de passer une période de 1 à 3 mois, pour commencer, dans un autre pays européen. C'est-à-dire qu'une partie de ce moment d'éducation civique aux valeurs démocratiques, aux valeurs communes qui sont celles de l'Europe, ils puissent le faire en allant dans un autre pays. Le deuxième projet, c'est l'Erasmus professionnel. Aujourd'hui, pour les apprentis notamment. Voilà, pour les apprentis. Aujourd'hui, Erasmus, c'est pour les étudiants, pour l'essentiel. C'est d'ailleurs un formidable succès. C'est l'Europe vécue. Mais pourquoi est-ce que les jeunes qui font l'apprentissage, et nous sommes en train de développer l'apprentissage, c'est une voie aussi d'excellence pour sa qualification professionnelle, pourquoi est-ce qu'eux aussi ne pourraient pas faire une partie de leur formation dans un autre pays? Donc nous allons développer... Ça existe déjà, mais pas assez en fait. Voilà, ça existe. Nouveaux moyens qui vont être débloqués. Oui, voilà. Donc nous voulons utiliser le budget d'Erasmus, nous voulons créer des systèmes de reconnaissance des validations de période de stage, nous voulons faire en sorte qu'il y ait à partir de là un parcours d'Erasmus apprenti qui puisse exister et nous allons là l'expérimenter notamment avec l'Allemagne, avec plusieurs branches professionnelles. On parle également d'une carte étudiante. Oui, et puis il y a ce projet, c'est de dire que tout étudiant en Europe doit être un étudiant européen, même s'il ne fait pas Erasmus. Et que donc s'il voyage, s'il va dans un autre pays, bien, il puisse avoir accès aux bibliothèques universitaires, aux centres sociaux pour les étudiants, aux avantages auxquels a droit l'étudiant du pays où il se rend, et donc qu'il y ait une carte d'étudiant européenne. Donc voilà 3 projets, parce qu'il faut que les jeunes puissent s'inscrire, que cette nouvelle génération puisse s'inscrire dans l'Europe de demain de façon concrète. Arlem Désir, nous n'oublions pas qu'il y a 3 ans, vous étiez en charge du Parti socialiste. Qu'est-ce qui se passe actuellement à 2 ans de l'échéance, d'une autre échéance, l'élection présidentielle, où on a le sentiment parfois que François Hollande est en campagne. À droite, on s'organise. 21% d'opinion favorable pour la gauche. Il y a 34 ans, aujourd'hui même, c'était l'arrivée de François Mitterrand. La gauche est singulièrement en panne en France. Je ne le crois pas.
D'abord, comme vous l'avez dit, ce n'est plus ma responsabilité. Oui. Mais il n'en reste pas moins que je suis socialiste, que je crois que François Hollande est en train de réformer profondément le pays. Que peut-être, s'il y a une chose que l'on peut regretter, que parfois je regrette, c'est que nous ne sachions pas assez parler de toutes les réformes de justice sociale, de progrès social que nous avons mis en œuvre. Ce n'est qu'un problème de non, communication. pas seulement. Oui. C'est que, évidemment, l'essentiel, c'était de chômage. redresser la situation économique, et c'est le chômage. Et le président de la République l'a dit lui-même. Nous savons que c'est là-dessus que les Français jugeront. Mais je crois que cette amélioration de la situation économique, elle est là. Parce que les mesures que nous avons prises... On dira qu'il n'y est pas pour grand-chose. Hein. Si, parce que les mesures que nous avons prises pour renforcer la compétitivité des entreprises et pour réorienter les politiques européennes en faveur de la croissance et de l'investissement sont en train d'avoir un effet sur la croissance en France. Mais c'est encore Pas sur le insuffisant. chômage encore. Hein, Voilà, parce que pour que le chômage baisse, il faut que la croissance soit de l'ordre de 1,5% et même au-dessus. Et c'est donc cela l'objectif central. Mais en même temps, nous avons donné des moyens nouveaux à l'école. Nous avons fait en sorte qu'il y ait, par exemple, pour certains droits sociaux, 100% de remboursement, de prise en charge pour les femmes qui sont confrontées à l'IVG. Nous avons fait en sorte qu'il y ait Mais le mariage 21% d'opinion pour tous. favorable pour le président de la République. Oui, mais Il a le temps en 2 ans de changer la donne. mais parce que le bilan, il sera fait à la fin du quinquennat sur l'ensemble des réformes qui auront été menées, sur l'amélioration de la situation. Et je crois que le président de la République arrivera avec un bilan de très nombreuses réformes. On pourrait parler aussi de la réforme territoriale, des transferts de compétences aux futures grandes régions. Tout ça, c'est un bouleversement. Ce sont des réformes qui n'avaient pas été faites auparavant et qui vont permettre à notre pays de reprendre confiance à lui-même et qui lui ont permis aussi, je parlais de la politique internationale, de reprendre un rôle de leadership sur la scène internationale. Sophie Malibaud. Est-ce que dans cet état de faiblesse, il est facile d'avoir du courage politique pour certaines questions, comme par exemple la question de l'immigration? On le sait, les idées de gauche, normalement, ne sont pas tournées vers une fermeture des frontières aux immigrés, aux gens en difficulté. Or, on entend peu de mobilisation. Vous avez été fondateur d'SOS Racisme. À l'époque, il y avait de fortes mobilisations d'ouverture. Et aujourd'hui, on est sur un discours de fermeture. Tout le monde renchérit derrière le Front National. Est-ce que la faiblesse du parti ne rend pas le courage politique difficile ? Bon, d'abord, la question de l'immigration est une question difficile dans les opinions publiques de tous nos pays. C'est vrai que si on compare avec la réaction au moment des boat people qui venaient du Vietnam, du sud-est asiatique, il y a 40, 50 ans, il y avait beaucoup plus de générosité. Bon, donc on sent le que la discours crise, de gauche sur cette question. c'est surtout, on sent que nos sociétés sont taraudées par la crise et par des peurs. Et d'ailleurs, il faut prendre en compte les deux éléments. Il y a un aspect social dans des pays où le chômage, où la peur de l'avenir est là, on est moins généreux, hein, on est moins accueillant. Et puis, il y a aussi des aspects identitaires, la peur de l'islam, la peur de ceux qui viennent du sud de la Méditerranée. Donc, Vous le parlez courage du chômage, politique... mais en Grande-Bretagne, par exemple, où le chômage est inférieur à 6%, il y a une énorme résistance par rapport à l'immigration. Oui, vous avez une immigration qui vient d'ailleurs d'Europe, qui vient par exemple de Pologne. Bon, donc, il y a pas de problème. mais il y a eu aussi en Grande-Bretagne une crise, même si aujourd'hui la situation s'est améliorée, il y a de la précarité, il y a de la pauvreté. C'est pour ça que je ne fais pas de la politique de David Cameron un modèle, même si elle a des résultats sur le plan économique. Donc le courage, c'est à la fois de montrer que nous dotons l'Europe de la capacité de faire face à un besoin de contrôle de ses frontières, de lutte contre les trafiquants, mais c'est une lutte qui va être longue parce qu'elle suppose de s'attaquer aux racines du mal, donc à la stabilité dans les pays de provenance, au développement, à la démocratisation, aux transitions dans des pays comme la Libye, mais en même temps, il faut qu'il y ait un contrôle des frontières. Mais le courage, c'est aussi de dire que ceux qui relèvent de la protection internationale, du droit d'asile, il faut les accueillir. Et qu'il faut là qu'il y ait d'ailleurs une solidarité, une répartition entre pays européens. Il n'est pas normal qu'il n'y ait que 4-5 pays qui accueillent la quasi-totalité des réfugiés politiques en Europe, dont la France. Hein. La France, l'Allemagne, la Suède et d'autres pays qui n'accueillent absolument pas de réfugiés. Sur ce plan, d'ailleurs, les dernières décisions du Conseil européen sur l'immigration, vous les trouvez bien proportionné, ou est-ce que vous trouvez que c'est très en arrière de la main ? On pourrait faire quand même bien davantage, non ? En Méditerranée, pour aller davantage au secours des immigrés.
Ce qui a montré cette crise en Méditerranée, et qui vient de loin, ces drames épouvantables, c'est qu'il faut une politique d'immigration commune. Et c'est ce que nous plaidons. Donc il y a eu 4 décisions qui ont été prises. La première, c'est pour renforcer le contrôle des frontières, la surveillance, mais le sauvetage en mer aussi, de tripler le budget de l'opération Triton, qui est menée par l'agence Frontex. Et maintenant, vous avez vu, il y a des patrouilleurs en mer français qui y participent. La deuxième, c'est une lutte résolue contre les filières et les trafiquants d'êtres humains, y compris en saisissant des embarcations avant que des migrants puissent être embarqués dessus, et aussi par une coopération policière, judiciaire avec les pays de provenance. La troisième, c'est d'agir sur les causes, je l'ai évoqué. Et la quatrième, c'est d'accueillir les migrants d'une façon plus solidaire et mieux répartie. Merci Harlem Désir, secrétaire d'État aux Affaires européennes, d'avoir été l'invité d'International aujourd'hui à l'occasion de ce qu'il est convenu d'appeler la Saint-Schuman, c'est-à-dire à 65 ans, l'appel de Schuman, ministre des Affaires étrangères français, qui avait donc lancé cet appel au rapprochement, notamment avec l'Allemagne. Merci d'avoir été avec nous. Excellente suite de programmes sur les antennes de RFI, de TV5. Excellente lecture du quotidien Le Monde aussi.